Mélius. 9h46, Didier Maisto est avec nous. Ce livre de témoignages, on peut le dire, d'une vie entre tout petit à aujourd'hui, avec cette ascension. Ça s'appelle Passager clandestin aux éditions Au Diable Vauvert est avec nous. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Cécile de Mélius. Il y a dans ce livre une vraie prise de conscience sur la vie en général, j'ai l'impression. C'est-à-dire que depuis que vous êtes petit jusqu'à aujourd'hui, avec des étapes clairement définies. Oui, parce qu'à un moment, on se demande qu'est-ce qu'on fait sur Terre, si on a une mission, quel est le sens de notre vie, d'où le titre Passager clandestin, parce que ça on ne choisit pas, c'est contingent, hein. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu un passager clandestin dans ma propre famille, dans mon milieu, dans mes premières activités professionnelles, et donc ça m'a servi de fil rouge pour essayer justement un peu comme un fil d'Ariane, renouer le fil de cette vie et comprendre ce que je devais faire. Et donc j'ai essayé toujours de m'engager pour les autres, justement parce que je me suis dit, si moi je suis passager clandestin, je suis quand même dans un voyage, d'autres leçons, et je vais essayer de montrer ces vies invisibles, tous ceux qui sont dans la soute, ce qu'on appelle les premiers de corvée, les premiers de tranchée, et qui font tout le sel du pays, qui ne sont pas forcément mis en avant. Ni soignants. Oui, voilà, absolument. Alors, ce qui est aussi frappant dans ce livre, Didier Maisto, en dehors du fait que vous parlez, vous révélez énormément de choses sur les arcanes de la vie politique, sur les médias aussi, sur le fonctionnement. D'ailleurs, il y a pas mal de similitudes. Vous parlez ensuite de cette rencontre avec les Gilets jaunes et pourquoi vous êtes allé aux côtés. Et il y a aussi, je trouve, en fil rouge, l'ascenseur social. Le pays, la France, quand même, encore aujourd'hui, certains disent que c'est en panne, mais vous, à travers ça, vous démontrez que l'ascenseur social fonctionne quand même. Vous, l'enfant d'immigrés italiens dans les quartiers populaires de Toulon, pas très loin de la gare, quoi. Oui, parce que c'est un peu à la mode aujourd'hui de cracher sur la France, pays raciste, pays horrible, xénophobe, homophobe, antisémite. Bon, moi j'en ai un petit peu marre d'entendre tout ça. Bien sûr, ça existe, il ne faut pas le nier dans la société française, mais c'est aussi un pays quand même fantastique, qui part d'une idée, liberté, égalité, fraternité, où il n'y a pas d'hérédité, pas d'atavisme, où on peut encore, il faut aide-toi le ciel t'aidera, je ne sais pas trop ce qu'est le ciel, mais enfin, il ne faut pas tout attendre des autres. Non mais c'est ça, et donc voilà. vous avez donné de vous-même, quoi. Vous vous êtes dit, moi je veux y arriver aussi, donc vous avez fait des études, vous avez arrêté, vous avez repris, vous avez travaillé pour ça. Voilà, moi j'ai essayé de faire toutes les expériences possibles, j'espère que, j'ai eu plusieurs vies, j'espère que c'est pas fini, et que j'aurai d'autres expériences. Mais c'est vrai que la France, quand même, permettait en tout cas de prendre l'ascenseur social. C'est vrai qu'il est pas mal en panne en ce moment, mais peut-être que plutôt que de s'envoyer toujours des invectives à la figure, et moi je suis très inquiet quand même pour l'avenir, puisqu'aujourd'hui on voit quand même un certain nombre de communautarismes, cette idée générale, ce grand creuset républicain qui permettait aux uns aux autres de s'extirper de leurs conditions. C'est pas l'égalitarisme, ça c'est l'aval, mais en amont c'est l'égalité des chances. Ce que vous expliquez bien dans votre livre, c'est que c'est pas le pays qui va t'aider, c'est que il faut contribuer en fait au pays. Et là, dans ces conditions, on peut y arriver, quoi, aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on attend peut-être trop des autres et du pays. Oui, puis on le voit aussi avec ce qui s'est passé avec ce Covid, ce confinement. Aujourd'hui, nous avons, alors je ne sais pas s'il fallait faire, pas le faire. Sans doute fallait-il le faire d'une certaine façon, puisque beaucoup de pays l'ont fait. Mais on voit que le déconfinement est très difficile, parce qu'aujourd'hui, on a quand même planté durablement le pays, l'économie. Les gens ont du mal à reprendre le travail. Moi, je le vois, puisque comme vous le savez, tous les soirs, j'ai eu une émission pour une libre antenne pour essayer d'écouter un petit peu, prendre le pouls du pays. Et je vois, autant pendant le confinement, les Français faisaient part de leur solidarité, prenaient plein d'initiatives, on réfléchit sur eux-mêmes, se retrouvaient face à eux-mêmes, quel rapport au travail, quel rapport avec moi-même et aux autres, qu'est-ce que je vais apporter à la société, quel monde d'après. Autant aujourd'hui, on voit que tout est déstructuré, et donc ça c'est très très inquiétant. Et donc en face de ça, il y a aussi des gens qui, eux, ont des projets de société assez peu compatibles avec le projet général français,
tel que moi je le conçois, liberté, égalité, fraternité, égalité des chances, et donc chacun regarde sa couleur de peau, regarde sa préférence sexuelle, et on fait une tribu. Et donc, je disais hier, en plaisantant à peine, qu'on allait retourner un petit peu vers l'économie domaniale fermée qui a sévi en France du 5e au 11e siècle, où il y avait un fief, des seigneurs, et des gens qui se réfugiaient comme ça dans une économie pas de malheur, fermée. Non. Voilà. Mais justement, je rejoins ce que dit Patrick sur cet ascenseur social. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été aidé? Est-ce que avant il y avait plus de solidarité, ou est-ce qu'aujourd'hui il y en a moins? Vous parlez de solidarité, mais qui visiblement est amenée à s'épuiser dès que la lumière s'éteint. Voilà, tout le monde redevient un peu individualiste. Est-ce qu'on s'entraide aujourd'hui? Avant, ce qu'il y avait, c'est un désir de France. Un désir de France. Et c'était beau, parce que moi, évidemment, j'ai grandi dans un quartier dit populaire. Toulon, voilà, au Pont du Las. Bon, c'est un quartier... Où tout le monde se connaissait dans l'immeuble? Tout le monde se connaissait. Il y avait toutes les couleurs de peau, toutes les religions, mais en réalité... on s'en moquait. C'est l'individu qui compte. Voilà, on s'appelait par nos prénoms, on était une bande de copains, on a fait toute notre scolarité ensemble, dans le public. Et ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé. Je dis pas que c'était mieux avant, parce que ça n'a pas de sens, mais on a perdu ce désir de vivre ensemble, ce désir de France. Avant, si vous voulez, être français, c'était fabuleux. Le drapeau français, la Marseillaise, notre devise, ça nous faisait rêver. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, je dessinais des cartes. Vous savez, on avait des cartes en plastique, etc. C'est vrai. Et quand je voyais sur les chaussures en cuir, etc., je disais, ah, c'est la France. Non, en fait, c'était la peau tannée qui avait la forme de la France. Oui. Bah, aujourd'hui, la France, c'est relégué. On a même honte de prononcer le mot France. Oui, cette solidarité qu'évoque Cécile, vous avez cru, ou vous l'avez retrouvée un petit peu dans le mouvement des Gilets jaunes que vous avez découvert en décembre 2018 à travers voilà, des témoignages des gens qui venaient notamment à Sud Radio, et puis ensuite sur les ronds-points, quoi. Absolument, c'était un mouvement transpolitique, populaire, en tout cas au début. Après, bon, ça s'est un peu étiolé, il y a eu des tentatives de récupération, bon, ça tout le monde le sait, mais c'est vrai que c'était cette France populaire qui s'est réunie. Au début, les gens s'invectivaient un peu, en disant, mais toi t'es d'extrême gauche, toi t'es d'extrême droite, et puis très vite, beaucoup se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes préoccupations, la même vie, pas d'horizon, le long des nationales, comme ça, cette France périphérique, urbaine et aussi très rurale. Les gens vivent sans horizon, endettés pour 20 ou 30 ans, le long des nationales, dans des pavillons qu'ils n'aiment pas forcément, dans une fracture numérique et digitale, puisque vous faites 50 km après Paris en dépit du nombre d'opérateurs que vous avez, vous n'avez plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image, alors qu'on parle déjà de la 5G. Donc c'est vrai que cette France qui a fraternisé sur les ronds-points, en chantant la Marseillaise dans des heures avancées de la nuit. Mais elle est toujours là, cette France. Elle est toujours là. Elle est hyper... un peu silencieuse. Elle est très majoritaire, en vérité. Mais est-ce qu'elle est apolitique, ou est-ce que ces gens étaient là pour retrouver finalement ce lien social qu'on a perdu entre les territoires? Je dirais pas qu'elle est apolitique, puisque... il y avait beaucoup de parcours familiaux, on est tous le fruit de notre histoire, de notre famille, de notre milieu. Elle était transpolitique. À un moment, les citoyens ont laissé de côté leur appartenance politique, leurs accointances, en disant allez, on va faire quelque chose ensemble pour montrer qu'on est là, parce qu'on a beaucoup dit que c'était des gens qui vivaient de rapines, d'aide sociale, pas du tout. Il y avait au départ, en tout cas, beaucoup d'ouvriers, de patrons, de petits patrons, d'artisans, même des commerçants, des professions, des professions libérales. Bon, on les a niés, annihilés, même mutilés aussi. Il faut bien le dire, frappés dans l'indifférence générale. Et à la faveur de ce confinement, on les a acclamés tous les soirs dans une, comme je l'ai dit, un peu une catharsis théâtralisée, et puis sans doute on va les oublier à nouveau, puisque voilà, ils ont fait leur peur, d'ailleurs. Ils ont fait leur job, ils étaient là, ils ont tenu bon, les camionneurs, les éboueurs, les aides-soignants, les commerçants, les caissières, les ouvriers, qui sont allés souvent armés de sacs poubelles, parce qu'il n'y avait pas de matériel, pas de gants, pas de gel hydroalcoolique, pas de masque, pas de test. Ils ont risqué leur vie, et cette France-là, elle existe, elle est hyper majoritaire, c'est la majorité silencieuse. Le président Macron l'a mise à l'honneur, il a dit moi-même je vais changer. Le souverainisme, c'est plus un gros mot.
Parce qu'il fallait voir ce qu'on nous disait, hein, fasciste, raciste, factieux, séditieux. On a été traité de tous les noms. Je dis on parce que je me suis inclus, comme j'étais un témoin, mais quand même un témoin actif et engagé. Bon, aujourd'hui, c'est à la mode. On verra si ça dure le temps d'une rose ou si ça va essaimer dans la société française. Passager clandestin, donc avec une préface du journaliste Antoine Peillon, c'est au diable Vauvert, Didier Maistot, et puis vous y racontez également dans ce livre aussi les arcanes, je le disais, de la politique, les petits arrangements entre amis, que ce soit dans la politique et dans le monde des médias, et ça c'est aussi passionnant en dehors de cette France que vous aimez et que vous décrivez dans ce livre. Et l'occasion d'embrasser les caissières, les éboueurs, voilà, qui ont fait un grand coucou à tous ceux qui ont traversé bien sûr ce confinement à l'extérieur. Pendant que nous on était confinés à l'intérieur. Ouais. Merci beaucoup. Passager clandestin aux éditions on peut pas aimer la France et cracher. Englober tout le monde. Et voilà, la France, il faut aimer tous ses enfants. Bon, voilà. Et dans un instant, vous allez aimer Valérie Expert. Elle sera avec nous jusqu'à midi. Avec vous, les médias, Gilles Gansman aussi, André Berkoff sur le pont, Brigitte